une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Grand plaisir de vous accueillir à nouveau dans l'invité du direct. L'invité du direct qui est consacré au marché automobile et à sa relance parce que finalement, le cahier des charges, les deux cahiers des charges de l'importation réseau concessionnaire et de la production ont fini par sortir il y a 15 jours. Nous les avons abondamment commentés nous-mêmes sur notamment Maghreb émergent. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mourad Saadi, journaliste expert de l'automobile, directeur de Car Vision. Mourad Saadi, marhaba bik. Bonjour, merci de me recevoir. On s'est perdu de vue parce que ce cahier des charges n'est pas ressorti depuis le temps. Oui, il a pris pas mal de temps. Il était très attendu aussi bien par le grand public que par les opérateurs. Les gens ont envie de dire tout de suite, bon, cette fois-ci, il est publié. On avait d'autres qui avaient été publiés avant ou sur le point de l'être. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Je l'espère. Je l'espère. Si c'est la bonne, comme tu le dis, ça voudra dire que l'activité va reprendre incessamment. Ça voudra dire que le comité technique a été nommé. Ça voudra dire qu'il va recevoir incessamment les dossiers après une première inscription sur la plateforme numérique qui a été mise en place et ouverte aux inscriptions, je crois, il y a 2 jours. Et tout ça augure donc d'une accélération de ce processus que nous souhaitons effectivement être respectés parce que par le passé, nous avons vu les retards qui ont été commis et les dossiers déposés n'ont jamais reçu de réponse. Cette fois-ci, je trouve que c'est la bonne, en partie ou en grande partie grâce au président de la République qui a insisté sur ce dossier pour qu'il soit libéré. On dira tout à l'heure peut-être aussi grâce au déficit ou à cause du déficit de véhicules sur le marché qui s'est accentué. On parlera du marché un peu plus tard dans cette émission. Donc la bonne, ce serait la bonne parce que effectivement, on a le sentiment, moi j'ai échangé un peu avec quelques acteurs de cette filière. Ils ont pas envie de critiquer ce cahier des charges. Ils ont d'abord envie de dire il a allégé les dispositions les plus aberrantes des anciens cahiers des charges. Et même si on va les évoquer, il reste quelques points qui auraient pu être aussi traités différemment. Ils veulent retenir le côté positif. Effectivement. Outre le fait qu'il faut constater que des allègements importants ont été faits par rapport aux devanciers de ce cahier des charges, ce dernier, quand même, a marqué une rupture avec les 2 précédents. Je m'explique. Par exemple, sur le plan des infrastructures, je trouve que même si elles sont encore importantes, à 5500 pour l'importateur, le concessionnaire, 5500 mètres carrés, c'est ce qui est considérable. Elles ont quand même diminué de manière consistante par rapport au dernier cahier des charges. Ça d'une part. D'autre part, pour l'industrie, le taux d'intégration, et ça c'est capital, il a été revu de telle sorte à permettre aux opérateurs qui veulent investir en Algérie dans un outil de production de véhicules, il a été revu de telle sorte à ce qu'il permette aux opérateurs de travailler dans la sérénité, sans pression, et réaliser ce taux d'intégration en étant à l'aise dans leur fonctionnement. Alors, pour les importateurs, il y a des contraintes quand même. Je citerai parmi les plus importantes. D'une part, le contrat de garantie de 5 ans, qui va faire en sorte à ce que le prix des véhicules soit élevé. D'une part, parce qu'il y a 2 ans de plus que la norme. Voilà, ça va se répercuter sur le marché, sur le client final. Et d'autre part, le développement d'un réseau sur 28 wilayas. Sur ce point bien précis, je crois que le cahier des charges aurait mérité une réflexion un peu plus profonde au regard des caractéristiques de chaque distributeur. Si on prend l'exemple d'un distributeur de camions poids lourds, mettre en œuvre 28 points de représentation sur 28 wilayas, et c'est le minimum, ça rend son activité caduque. Idem pour les marques haut de gamme de véhicules particuliers, dont le volume de vente, toutes marques confondues sur les véhicules haut de gamme,
ne dépasse pas 3% sur le marché algérien. Alors, si un concessionnaire met en œuvre 28 agents représentant sa marque, combien de véhicules chaque agent pourra-t-il vendre au regard de l'étroitesse de ce marché? Ça n'a pas été réfléchi, ça? Je ne sais pas, mais bon, ça n'a pas, en tout cas, le cahier des charges est là et ça n'a pas été pris en compte. Et donc ça rend certaines activités vraiment complètement difficiles à on peut réaliser. imaginer qu'il n'y aura pas d'importateur de marque de haute gamme compte tenu de cette clause? Oui, oui, bien sûr. C'est une question de calcul. Si les calculs sont vite faits. Moi, je suis pas un expert en économie ou je suis pas comptable, mais il me paraît complètement aberrant d'être représentant d'une marque et de la déployer sur 28 wilayas, alors que le volume de vente est très restreint. Donc ça fait peut-être. L'autre incidence, on l'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est celle que tu as évoquée en premier, c'est ces 2 années de plus de garantie, et on est sûr maintenant que c'est le consommateur final qui va les payer. Ah ben c'est clair, tout contrat de garantie est pris en charge dans le prix de vente du véhicule. Et donc moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que les 2 ans de garantie supplémentaire, 4 et 5e année, c'est de l'argent qui va sortir juste après la commande, quand la livraison est réglée et payée, le transfert a été fait, et le client, éventuellement, ne profitera de cette clause de garantie que 3-4 ans après, 4 ou 5 ans après. Et le montant de cette garantie de la 4e et 5e année, c'est le plus élevé, puisque c'est là que le véhicule commence à devenir vétuste ou vieux, même s'il n'est pas vieux à proprement parler. Mais il peut commencer à avoir besoin de renouvellement. C'est une forme d'assurance qu'on achète à l'étranger, finalement. C'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, tout n'est pas... et ça, c'est des surcharges, en fait, sur le prix final. Il y a un concessionnaire, un acteur de cette filière qui a évalué à 38% les surcoûts induits par le cahier des charges, mais qui dit on va démarrer quand même et on va continuer à essayer de parler avec le ministère pour faire en sorte que ces surcharges soient élevées, soient retirées. Cette réflexion est logique. Vous savez, un véhicule, par exemple, pour l'exposer dans un showroom, nécessite à peu près 25 mètres carrés. Alors, si vous avez une gamme composée de 3-4 véhicules, 100 mètres carrés, 125 mètres carrés sont suffisants. L'exigence du cahier des charges est bien plus importante que ça, et donc ça va se répercuter sur les investissements, c'est des surcoûts, et ça va se répercuter aussi sur le prix du véhicule en bout de compte. En bout de compte, on aura des voitures, particulièrement sur le segment moyen ou moyen supérieur, très chères. Mais à côté de ça, il va y avoir des opérateurs que j'ai contactés, avec qui j'ai échangé, et qui me disent qu'ils pourront avoir des véhicules d'entrée de gamme à peu près 1,5 million de dirhams. On va y arriver. C'est peut-être la partie la plus importante qui intéresse le public. Avec celle du déploiement, à quel moment on peut espérer avoir les premiers véhicules, on va dire, issus de ce cahier des charges, compte tenu de l'agenda de mise en place, la plateforme qui a été ouverte, l'inscription, l'autorisation préalable et l'agrément? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'inscription sur la plateforme numérique, un rendez-vous est fixé à l'opérateur, au prétendant à l'agrément de concessionnaire, pour qu'il vienne déposer physiquement un dossier. Et ce dossier va lui permettre, dans un délai maximum de 30 jours, d'obtenir une autorisation préalable. C'est un document qui est appelé comme ça, autorisation préalable. Mais cette autorisation préalable ne l'autorise pas justement à aller importer des voitures. Cette autorisation, elle est valable 12 mois, ce qui lui donne le temps d'installer un réseau de distribution, par exemple, de choisir ses représentants dans chaque wilaya et de se préparer pour éventuellement déposer un dossier d'agrément, d'obtention d'agrément, dans le délai aussi de délivrance ou d'une réponse, du moins, et de 30 jours. Donc déjà, on est parti sur à peu près 2 mois et demi. Ce qui nous emmène à fin janvier, je présume. Et dans le meilleur des cas, le premier agrément, si ces délais sont respectés, sera octroyé, disons, le 1er février, enfin début février, fin janvier, par là. Et si ça se passe comme ça, comme je le souhaite personnellement,
Ça voudra dire que cet opérateur qui obtiendra l'agrément début février pourra mettre à disposition du marché sa gamme de voitures qu'il aura importées vers le mois de mars. Si tout se passe bien, ça c'est Voilà. la filière. C'est le scénario idéal. Idéal, oui. Mourad Saadi, tu nous as déjà proposé des scénarios idéaux qui ne se sont pas avérés juste ici. C'est indépendant de la volonté. Hein. C'était avec le cahier des charges précédent. Rappelons quand même que pour avoir l'autorisation préalable, il faut avoir déjà un contrat avec un constructeur. Ben évidemment, au minimum, il faut avoir ce qu'on appelle un MOU, c'est-à-dire un mémorandum d'entente. D'accord. Voilà. Alors, une question un peu quand même connectée à l'actualité de ces dernières années. Est-ce que les constructeurs qui ont été obligés quasiment, nous on est sur Radio M, on peut le dire, par monsieur Abdeslam Bouchouer de changer de distributeur en Algérie, on a de grands acteurs qui ont été obligés de changer, je pense à Hyundai, je pense aux marques Ford, Kia, qui ont changé de distributeur en Algérie sous la contrainte de l'assemblage ici, etc. Est-ce que on peut s'attendre à ce que ces grands constructeurs renouent avec leur ancien distributeur? Est-ce qu'il va y avoir une redistribution des quatre? Est-ce qu'on a une idée de comment ça va se passer? Ou est-ce que les boîtes qui ont fait de l'assemblage, qui sont off maintenant parce que leurs propriétaires sont pour la plupart en prison, vont pouvoir, parce qu'elles sont gérées par l'État, continuer à être les distributeurs de ces constructeurs? Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non. Ce que je pense, c'est que, enfin, ce que je sais, c'est que les infrastructures de ces opérateurs de l'assemblage, oui, de l'assemblage, ont été récupérées par l'État et nationalisées. À partir de là, s'il y a un représentant d'une de ces marques que tu viens de citer, il faudra qu'il construise non seulement un réseau de distribution, mais il faut qu'il dispose de sa propre infrastructure. Donc, il ne va pas reprendre les anciennes infrastructures qui sont aujourd'hui propriété de l'État. Ça, d'une part. Moi, je crois savoir que parmi ces constructeurs, il y en a un qui négocie avec trois opérateurs algériens et il va finir par en choisir un. Mais je doute également, quelque part que sa démarche puisse aboutir, puisqu'en parallèle, le constructeur négocie, ce constructeur-là négocie avec l'État algérien pour la mise en œuvre de l'usine. Qui est aujourd'hui à l'arrêt, quoi. Donc franchement, la situation n'est pas claire. On ne sait pas ce qui va advenir de ces marques-là. D'autant plus qu'aussi que aujourd'hui, un opérateur algérien, un concessionnaire algérien n'a plus le droit de représenter plusieurs marques. Il est autorisé à ne représenter qu'une seule marque à la fois. Donc ça aussi, c'est un frein à des opérateurs qui ont les capacités. Une seule marque ou un seul constructeur? Parce que constructeur est une ça marque. va représenter toutes les marques de Volkswagen. Volkswagen. Non, ça c'est un groupe. Ça c'est un groupe. C'est le groupe Volkswagen qui détient plusieurs marques. Idem pour le groupe Toyota ou le groupe Stellantis qui détient plusieurs marques. Mais selon ma compréhension du cahier des charges, vous n'avez le droit en tant que concessionnaire que de prétendre à la représentation d'une seule marque. D'accord. Oui, ça c'est plutôt contraignant parce que bon, si on est dans une démarche de groupe, on peut comprendre par exemple les 28 wilayas, ça peut être une solution pour se déployer parce on a des marques de haut de gamme, mais si on a des marques de moyenne gamme ou d'entrée de gamme, on est plus en mesure de déployer plus largement. C'est très contraignant ça. À mon avis, à mon humble avis, la contrainte la plus importante pour un groupe étranger qui dispose de plusieurs labels, plusieurs marques, c'est de se faire représenter par plusieurs importateurs. Ça va, pour nous, Algériens, ça va multiplier les importations des lots de pièces de rechange, donc c'est des budgets supplémentaires, alors que sachant que c'est les mêmes pièces pour les véhicules des 4 marques ou des 3 marques, je ne sais pas. Oui, bien sûr, ce qui va sur une Polo va sur une chez Sovac, c'était transversal, ou chez Renault, ça peut être sur une Dacia ou sur une Renault. Oui, tu cites une Polo, Fabia. Absolument. Ce qui est construit sur la même Ibiza. C'est les mêmes voitures. C'est la même plateforme. Voilà, exactement. Donc, pour des raisons d'économie d'échelle,
le constructeur utilise les mêmes organes, il y a que le design et le logo qui changent. Et ça va provoquer donc aux 4 ou aux 3 importateurs des marques qui sont similaires sur le plan technique, l'obligation d'importer autant de pièces de rechange qui sont identiques, les mêmes, etc. Ça, je trouve que c'est aberrant par rapport à l'économie de notre pays. On n'est pas sorti, en fait, du dépoussiérage de l'ancienne approche qui était extrêmement contraignante. Hein. On a mis beaucoup de temps à en sortir. Il faut espérer déjà que le marché soit réapprovisionné. Justement, sur le marché, nous, dans le Café des experts économiques, on n'est pas très d'accord sur la taille de marché, sur la solvabilité. Il y en a qui sont optimistes et qui pensent que les Algériens ont peut-être encore de l'argent dans leur bas de laine et que aujourd'hui, ils vont dépenser pour se rééquiper. Enfin, pas seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Oui. C'est surtout là où le déficit fait le plus mal. À combien on peut estimer aujourd'hui par année et globalement la taille du marché? Écoutez, on va pas avoir les marchés qu'on a connus en 2012 à 600 000 voitures, ça c'est clair. Ça c'est clair. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat de l'Algérien moyen a nettement baissé et en plus, il y a un problème de disponibilité des véhicules. Il faut pas croire aussi que les constructeurs, une fois que le marché sera ouvert, qu'ils pourront fournir des véhicules pour le marché algérien en quantité à l'infini. La crise des semi-conducteurs taïwanais qui fait qu'on a des chaînes qui sont à l'arrêt parce que la voiture maintenant c'est beaucoup d'électronique embarquée. Tout à fait. Et donc, moi je présume que si le marché s'ouvre au mois de mars comme je l'espère, jusqu'à la fin de l'année, on aura à peu près un volume de, je dirais, 80 000 voitures qui vont rentrer. En année pleine, sur l'année 2024, on pourra atteindre les 200 000. 200 000, ça va pas répondre aux besoins du marché qui connaît un déficit que j'ai estimé à 1,5 million de voitures. Mais ceci dit, on est dans l'incapacité d'importer 1,5 million de voitures d'un coup. Ça, c'est inenvisageable. Et donc, c'est petit à petit, ça va prendre du temps pour que le marché puisse retrouver un certain équilibre. Alors, c'est 80 000 véhicules an, vitesse de croisière 200 000 ans, que tu entrevois, que tu présumes, Mourad Saadi. Ce serait ventilé comment en termes de, on va dire, répartition, en termes de valeur ajoutée, de gamme? Est-ce que les Algériens vont aller encore plus vers des entrées de gamme, vers des voitures bon marché, compte tenu du contexte inflationniste? Et il n'y a pas que ça. Hein. Dans la tradition de consommation des Algériens, c'est un marché largement orienté vers des véhicules d'entrée de gamme. Nous sommes dans un marché de prix et non dans un marché de renouvellement. Et donc, et puis les statistiques sont là. À l'époque où il y avait donc les importations, je peux vous dire que le segment A, c'est-à-dire les mini-citadines, additionné au B, c'est-à-dire les polyvalentes, et au B+, c'est-à-dire les polyvalentes avec un coffre, des véhicules tricorps, ces 3 segments représentaient à peu près 65-66% du marché. Et dès qu'on monte au-dessus, c'est-à-dire sur les compacts, le marché est de à peu près 8%. On monte dessus, vous avez les berlines haut de gamme, c'est à peu près 4%. Et puis les pick-up qui sont à peu près à 15%. Et ensuite, les marques haut de gamme qui représentent 3% à peu près. Donc, la structure du marché est nettement orientée dominée par le segment d'entrée de gamme, dont les prix à l'époque oscillaient entre 900 000 à 1,5 million et 1,8 million. Et donc, cette nouvelle, en fait, sa reprise de marché, son moteur va être, encore une fois, ce segment-là de 65% qui pourrait d'ailleurs augmenter. Plus que jamais. Plus que jamais. D'autant plus qu'on n'aura plus les motorisations diesel, qui sont très prisées sur les segments supérieurs. Et aussi, le fait que le pouvoir d'achat est baissé, on aura donc des motorisations essence en entrée de gamme de 800 cm3, 1 litre, 1,2 litre. C'est ça qui va être représenté, je présume, du moins dans un premier temps, la majorité des véhicules qui seront vendus.
Et sur alors les acteurs sur cette tranche-là, on a eu des séquences d'avant, on a eu Suzuki par exemple avec la fameuse petite voiture introduite par le groupe LCCOM et d'autres acteurs. Est-ce que cette fois-ci, on s'attend à ce que une redistribution des rôles et que les Chinois soient les plus agressifs sur ce segment-là? C'est difficile à dire parce qu'il y a des traditions de consommation largement orientées vers les véhicules européens, même si à un moment donné, les Asiatiques ont pris une bonne part de marché. Bah, oui, quand même. Oui. Pour les Chinois, le problème qui va se poser, les marques, du moins à mon avis, hein, les marques qui ont élevé leur qualité vont se positionner au même prix que les marques européennes, ou juste en dessous. Ce qui va faire que leurs volumes ne vont pas être conséquents. Au même prix ou approximativement le même, les Algériens vont aller vers les marques traditionnellement qu'ils connaissent. Pourquoi ils vont se positionner sur les prix européens? Ils ont toujours eu un argument prix qui a fait la différence. Même si c'est vrai qu'ils sont beaucoup montés en gamme. Oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont consenti des investissements énormes pour améliorer la qualité de leurs produits et pour atteindre des standards internationaux. Dans le salon de Paris d'octobre dernier, sur l'hybride et l'électrique, c'est les Chinois qui étaient les plus ça c'est autre chose. Ça c'est d'autres segments de marché. C'est une autre technologie détenue par les Chinois, notamment à cause des batteries produites chez eux en majorité. Et donc ils ont la même mise sur ce marché et ils vont le dominer encore pendant plusieurs années sur les marchés européens. Les véhicules électriques vont être l'apanage des marques chinoises pendant je ne sais pas combien d'années encore. Mais sur notre marché, ces marques-là vont être importées avec des moteurs essence et les constructeurs qui ont donc consenti ces efforts pour monter en gamme, en qualité, j'ai des informations qui me disent qu'ils vont se positionner au niveau des marques européennes. Et connaissant les traditions de consommation des Algériens, au même prix ou équivalent à peu près, les Algériens vont aller vers la marque européenne. Mais sur cette catégorie de voitures, je le précise, les volumes ne vont pas être très très importants. On dit un mot sur l'incidence d'ouverture du marché d'occasion. Est-ce que ça va quand même parasiter le redéploiement de la concession? Ils étaient protégés du marché de l'occasion avant l'ère de l'assemblage, l'ère que j'appelle Abdeslam Bouchouareb. Aujourd'hui, pour rattraper ce 1,5 million prédictible, estimé de déficit d'automobiles sur le marché algérien, on a ajouté l'étage occasion. Quelle est l'incidence qui part? Les moins de 3 ans. J'y crois pas trop parce que les véhicules d'occasion sont très chers en Europe, déjà. En plus, ils sont à la norme Euro 6, donc inadaptés à notre carburant. Et le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, je crois que les Algériens, il y aura des petits volumes qui sont importés parce que des irréductibles de toute manière existent et ils vont aller importer des voitures d'occasion d'Europe. Mais maintenant, leur nombre, j'y crois pas qu'il va être très élevé, il va être marginal. Et même ces derniers, ceux qui sont en faveur de ce type de véhicule, ils vont basculer avec le temps et se remettre sur parce que le véhicule d'occasion, il bénéficie pas d'un contrat de garantie et il se pourrait qu'il ait des documents trafiqués, il se pourrait qu'il a été qu'il a été victime d'un accident qui a été maquillé, on ne sait pas. Et en général, c'est des voitures d'entreprise qui sont revendues comme ça au titre de véhicules d'occasion et qui ont parcouru des kilomètres, un nombre de kilomètres très important. Et ça, beaucoup d'Algériens l'ignorent aussi. Alors, on est resté 4 ans sans importation de nouveaux véhicules, de véhicules neufs. On l'a beaucoup ressenti, on le ressent toujours d'ailleurs. Hein. Oui. On espère que ça commencera à changer à partir du mois de mars avec le déploiement du cahier de charges importation. On va dans un moment parler de l'autre cahier de charges, celui de la production, de la filière production d'automobiles en Algérie. Mais en attendant, sur ces 4 ans, notamment les 2 dernières années, il y a des acteurs qui ont un peu en silence essayé de combler ce déficit-là. Ce sont ce qu'on appelle les multimarques. 14 000 véhicules importés l'année dernière. C'est pas tous du multimarque puisqu'il y a des importateurs avec la licence Moudjahid. C'est des ménages qui importent c'est des particuliers. Ouais. Mais on a bien ressenti cette année, en 2022, on est à la fin de l'année, qu'il y avait
plus de flottes et d'offres des multimarques dans l'espace public. On les voit, des véhicules immatriculés en 2022, identiques et qui sont importés par des multimarques. Cette activité-là, elle est particulière. Est-ce qu'elle peut survivre avec la relance de la filière, on va dire, institutionnelle de l'automobile? Forcément, elle va continuer à survivre quelque temps, mais avec l'arrivée des distributeurs représentants des marques, son volume va se rétrécir, va diminuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces commerçants de véhicules importés d'Europe avec des licences pas toujours d'Europe, hein, Dubaï aussi. Hein. Oui, je suis d'accord. De l'étranger en tout cas, ils proposent des véhicules sans aucun contrat de garantie, sans service après-vente. Et la législation algérienne vous oblige à offrir un contrat de garantie sur un produit que vous êtes censé avoir commercialisé. Donc, quelque part, même s'ils sont détenteurs d'un registre de commerce d'importateurs de voitures, ils travaillent, ils n'assument pas le rôle complètement d'un distributeur automobile. Cela démontre aussi que les véhicules qu'ils importent, ils les achètent en deuxième main, chez des mandataires ou des revendeurs de voitures. Ça veut dire que leur sourcing n'est pas l'usine, tel que c'est le cas chez le concessionnaire. À partir de là, leur activité, je présume qu'elle va chuter, parce que 2023, les concessionnaires vont pouvoir importer des voitures qui vont proposer à des prix plus ou moins acceptables, avec un contrat de garantie, la disponibilité de la pièce, un service après-vente, et tout cela avec un contrat de garantie de 5 ans. Et tout cela va au bénéfice du client. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Acheter un véhicule avec garantie et disponibilité de la pièce, ou alors vous aventurez à acheter un véhicule pas à votre nom, dans le plus souvent des cas, et sans contrat de garantie, sans disponibilité de la pièce, et à la norme Euro 6, puisque ce véhicule, vous l'avez acquis, enfin, il a été importé d'Europe. Donc économiquement, ils sont voués à collapser, sans avoir besoin peut-être d'un ban administratif. Oui. Alors, on arrive au cahier des charges de la production. Lui aussi, il a été relativement bien accueilli puisqu'il a allégé les exigences d'intégration sur la période, les exigences d'exportation. Évidemment, il a retiré les avantages qui étaient à la source du scandale qui a notamment valu en grande partie l'incarcération d'une partie des acteurs de cette période-là. Je parle du côté du public, hein, du côté du gouvernement. Est-ce que l'Algérie peut continuer à être attractif aujourd'hui avec un tel cahier des charges? Vous pouvez me répondre oui, puisque Stellantis a relancé son investissement en Algérie avec cette fois-ci Fiat plutôt que Peugeot. Est-ce que réellement c'est attractif? Je pense que oui. Et preuve en est que d'une part, il y a Stellantis qui affiche son ambition d'installer un outil de production avec la marque Fiat, d'une part, et d'autre part, je sais qu'il y a des opérateurs déjà installés en Algérie qui ont des sites de production et qui sont pour l'instant à l'arrêt et qui attendent de relancer leur outil de production. C'est le cas de Renault. C'est le cas de Renault. Qui n'a pas pu aller plus loin avec l'Albaoui. Il y avait l'ambition de faire une usine à Batna, mais ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant, moi, j'aimerais pas parler de ces sociétés-là dont les anciens propriétaires sont en prison parce qu'elles sont devenues propriétés de l'État. Aujourd'hui, c'est à l'État de savoir ce qu'il veut en faire. Je parle des entreprises qui ont un outil de production installé, mais qui ne travaillent pas. Il en existe. Bien sûr. Peut-être pas dans le véhicule particulier, dans l'utilitaire particulier, il y a Renault. Il y a Renault, on l'a cité. Il y a Renault, Algérie, vous l'avez cité. Dans le camion, il y a MAN et il y a Renault Truck, qui ont des usines, mais qui ne travaillent pas depuis 2 ans, je crois. Dans le tracteur, il y en a 5 ou 6, des opérateurs algériens. Pourquoi on les autoriserait pas à réactiver leur outil de production et qu'ils apportent leur contribution au marché, aux entreprises, à tous ceux qui ont besoin de leur outil de travail, comme les camions de poids lourds. Et donc, la question reste posée. Je ne sais pas s'ils ont été reçus par le ministère de l'Industrie, je ne sais pas s'il y a des négociations, parce que ces gens-là, selon mes informations, ils sont
prédisposés, ils ont accueilli avec de grands espoirs ce nouveau cahier des charges et ils veulent réactiver leurs usines. Et ils sont en train d'attendre les autorisations. Alors, attractif, tout le monde n'est pas convaincu parce que il y a au bout de quelques années, l'exigence de faire de l'emboutissement en Algérie. On sait qu'il faut l'emboutissage, pardon, avec des ateliers. Donc, utiliser la matière, la tôle algérienne et lui donner la forme de la carrosserie de chaque véhicule. Mais il y a des échelles de production qu'il faut atteindre pour pouvoir justifier d'un atelier d'emboutissage. Oui. Ce qui, sur chaque constructeur, il faudrait quand même atteindre la taille de 150 000 véhicules an. Est-ce qu'il y a un constructeur qui peut l'atteindre? Alors, la grande problématique, c'est justement par rapport au taux d'intégration, c'est les volumes que prévoit de produire l'usine, le volume de véhicules. Un équipementier ou un fournisseur de pièces ne peut être rentable que si la commande du donneur d'ordre avoisinerait à peu près 1 million d'unités. Si c'est en dessous d'1 million d'unités, je parle du véhicule particulier, hein. Si c'est en dessous, il ne sera pas rentable. Comme pour l'usine qui donc assemble les pièces qui arrivent de chez les fournisseurs, de chez les équipementiers ou les fournisseurs de pièces, son travail représente à peu près 20% du véhicule. Et 80% de ce qui constitue la voiture est fourni par des sociétés installées autour du site d'assemblage. Et donc, pour l'usine, il y a aussi un seuil minimal qu'il ne faut pas descendre en dessous, oui. De se mettre en dessous. C'est à peu près 120 à 150 000 voitures par an. Alors, si on regarde l'annonce faite par Fiat hier, c'est 60 000 voitures la première année. Je pense qu'ils vont compenser ce manque par des importations massives de modèles qui ne seront pas montés ici. Et puis, en deuxième année, je crois savoir qu'ils vont atteindre 90 000. Je me pose la question de savoir si cet outil industriel qui va être installé va être rentable après 5 ans. Parce que si on installe un atelier d'emboutissage, un atelier de peinture, de cataphorèse, ça coûte c'est très très lourd comme investissement et le volume a priori ne sera pas là, à moins que on ne nous dit pas tout. Possible que le volume prévu dans 3-4 ans va atteindre 250 000, 300 000. Si c'est le cas, OK. Et si on intègre l'exportation après 5 ans, bien on peut l'envisager. Bien sûr. On serait plus dans un modèle. Oui. Alors, pour cette histoire de Fiat, c'est dommage parce que, outre le volume qui y sera produit, moi, je suis curieux de savoir quel est le montant de l'investissement qui y sera consenti. Combien d'employés seront recrutés pour faire fonctionner cette usine en emploi direct? Quels sont les modèles qui y seront produits? Quels sont les moteurs qu'on sera emmené à connaître sur ces voitures? Comment sera configurée la gamme? Donc, c'est des données qui auraient permis d'avoir une vision, d'avoir quand même plus de visibilité sur ce projet industriel. Est-ce qu'on peut dire que le cahier des charges de la production manque d'ambition en termes de transition, en termes d'anticipation sur la transition, parce que la mobilité va être dominée par l'électrique sur les 15-20 prochaines années, de plus en plus. Est-ce qu'on aurait... Bon, il y a des problématiques sur cette transition. Toujours la problématique de la batterie lithium, c'est là où la bataille se déroule. Et il y a la filière de l'hydrogène, mais bon, ça, il y a des constructeurs qui misent sur cette filière. On ne sent pas, dans le cahier des charges, une volonté d'imposer aux producteurs à un moment ou à un autre, par exemple, plutôt que l'exportation, oui, exporter, intégrer les dernières évolutions. On ne peut pas aujourd'hui les faire transférer parce que c'est quand même un enjeu technologique important. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'ambition? Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de devenir le territoire du thermique pour l'Europe qui va se débarrasser de la production du thermique. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que, outre ce qui a été dit dans le cahier des charges, c'est-à-dire, je parle là de l'importation quand même, hein, que le véhicule électrique et hybride ont été cités. Je sais aussi que dans les négociations avec le constructeur Fiat, par exemple,
il est prévu que ce constructeur-là passe à la production de véhicules électriques, hybrides et électriques, après, je crois, 5 ans. Et ça aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, a été signifié par le président de la République, qui avait dit qu'il fallait que l'usine de production de voitures de n'importe quel constructeur qui viendrait en Algérie tienne en compte le passage, la mutation vers la production de véhicules propres. Et je pense aussi que ça participerait aux efforts que le pays fait dans la transition énergétique, même si c'est un peu lent, on ne le voit pas tous les jours. L'industrie automobile étant quelque chose de très visible, la voiture est très visible, il faudrait encourager la mutation vers ce type de voiture, pas tout de suite. Il faudrait préparer le terrain par l'installation de bornes de recharge un peu partout sur le territoire national. Est-ce qu'on sait où est l'appel d'offres de Naftal pour équiper l'auto, notamment l'autoroute Est-Ouest, etc. Est-ce qu'on a des nouvelles sur ce? Non, aucune nouvelle. Non, il n'y a pas eu de communication là-dessus. J'ignore complètement où est-ce que ça en est. Ce que je sais, c'est qu'il y a un opérateur algérien capable de produire des bornes de recharge pour véhicules électriques. Qui en a déjà installé une, oui. Oui, et qui a même installé une et qui a même déposé un dossier pour fabriquer les voitures électriques. Donc c'est quelqu'un de très ambitieux, mais pour l'instant, on peut citer les noms. On a cité les noms des marques étrangères. On peut citer les noms des acteurs algériens. C'est Amimer Energy. Je lui ai rendu visite à son usine. J'ai testé moi-même la borne de recharge qu'il avait produite. En fait, il en a produit plusieurs à différentes puissances. Domestiques qu'on peut installer dehors aussi, c'est-à-dire dans des pompes à essence ou dans des lieux de recharge. Domestique, ça peut être très intéressant parce que ça signifie qu'on peut aller chez un concessionnaire demain, une fois qu'ils seront installés, dès le mois de mars, j'espère, et commander un véhicule électrique et être au moins sûr de pouvoir recharger chez soi. Oui, à condition qu'il vous importe aussi la recharge et que vous puissiez avoir comment dirais-je, la puissance chez vous, il faut que ça corresponde. D'accord, ouais. D'accord. Parce que le concessionnaire il est obligé d'importer un véhicule électrique si le client le demande. Oui, si le client le demande, mais je ne vois pas comment un client peut demander d'acheter un véhicule électrique alors qu'il sait que les bornes de recharge n'existent pas. La transition, c'est l'hybridation sans recharge, parce qu'il y a quand même une incitation fiscale, 50% de moins, qui peut devenir intéressante. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de véhicules hybrides dans les rues d'Algérie? Il y a une chance, de voir les Algériens aisés un petit peu, aller vers ce type de véhicule. Parce que même avec les incitations, ce type de voiture reste très cher aussi. C'est très cher. Merci beaucoup Morad Saadi. On va se donner rendez-vous en mars pour les premiers véhicules au port d'Alger. Inch'Allah. En tous les cas, c'est bien accueilli par les Algériens. L'idée que cette filière va se remettre en route, que les showrooms vont se réapparaître, qu'on pourra acheter. Un mot sur le financement, on n'en a pas parlé. Il peut y avoir. Le financement est réservé aux voitures produites en Algérie. Ah d'accord. Les banques ne pourront financer que ce type de véhicule. Ouais. Pas ceux de l'importation. Ouais. Merci encore une fois. Merci à nos amis auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos contenus sur nos différentes plateformes maghrebemergent.info et .net et radio-m.net et surtout vous abonner sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.